Bonjour, je vous propose donc que nous continuions dans le désir de définition qui fut esquissé la dernière fois et que nous tentions d'élaborer, de passer en revue quelques définitions simples de la science pour en mettre en exergue les vertus bien sûr, mais également les lacunes. C'est un peu pour ça que nous sommes là, de façon à élaborer une vision plus fine ou plus complète. Donc prenons pour l'instant un objectif simple, qui serait de cerner, de mettre en lumière ce que serait vraiment le noyau dur, le cœur fondamental de la science, quelle que soit la manière dont on tente de l'appréhender. Il me semble que la première définition raisonnable, disons, non stupide, acceptable de la science, serait de la fonder, de l'asseoir sur le recours aux mathématiques. Bon, ce n'est pas idiot. Platon lui-même, dès les rudiments de ce que l'on pourrait appeler le geste scientifique, proposait un recours radical au langage mathématique. Vous voyez par exemple le Timée, la grande œuvre cosmologique de Platon, où il tente, dans un dialogue socratique assez usuel dans sa forme, de faire face à la question de l'origine de l'univers. Il y a très clairement posé la nécessité d'un recours qu'on pourrait dire presque systématique aux mathématiques pour comprendre la structure de l'univers, qui d'ailleurs passe dans ce récit par une sorte d'intuition géniale, par une compréhension simultanée de la compréhension du microcosme, c'est-à-dire des particules élémentaires. On ne sait pas très bien si cette anecdote est réelle, mais aurait été écrit à l'entrée de l'Académie que nul ne pénètre ici qui n'est géomètre, et quand bien même la phrase ne fut pas réellement esquissée, elle est relativement conforme à la pensée platonicienne. Je crois qu'on doit aussi bien sûr penser à Galilée, qui considérait que la nature était écrite en langage mathématique. Je crois que c'est intéressant d'ailleurs de noter à ce propos que le geste galiléen, pour évidemment génial qu'il fut, Galilée c'est quand même le prince, pourrait-on dire, des expérimentateurs. C'est une sorte de rupture merveilleuse dans l'histoire de la pensée humaine, mais c'est aussi vraisemblablement un geste d'arrogance. Isabelle Stengers, la philosophe contemporaine belge, disait que Galilée est l'inventeur du pouvoir de conférer aux choses, le pouvoir de conférer à l'expérimentateur, le pouvoir de parler en leur nom. Alors ça a l'air très compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Ce qu'elle veut dire, c'est que Galilée ne parle pas en son nom sur le réel. Galilée prétend parler, via le recours aux mathématiques, au nom du réel. Galilée parle au nom des choses. C'est très puissant. Ça va bien évidemment contribuer à libérer le geste scientifique d'un certain nombre de carcans et à permettre donc son développement. C'est aussi assez arrogant, parce que ça signifierait que les autres champs disciplinaires et intellectuels ne sont que des projections humaines sur les choses, tandis que la science expérimentale et son usage mathématique concomitant relèverait au contraire d'un dévoilement de l'en soi des choses. Bon, ne jugeons pas l'histoire, mais effectivement, ça pose un certain nombre de questions quant à la place du scientifique dans la pensée et la raison humaine, mais là encore, nous avons en tout cas des indices du primat à conférer aux mathématiques. Et puis bien sûr, plus récemment, Albert Einstein, par exemple, qui est un bon philosophe, qui n'est pas du tout un scientiste naïf, aimait à rappeler que vraisemblablement, les tenseurs, c'est-à-dire les objets mathématiques qu'il utilise pour décrire la structure de l'espace-temps, connaissent mieux la physique que le physicien lui-même. Donc Einstein était en quelque sorte émerveillé par le pouvoir conceptuel, non pas seulement en termes de capacité de prédiction, de prévision, de calcul, etc., mais même, je dirais, dans leur vertu ontologique, c'est-à-dire dans la description de l'être en tant qu'être du réel, qui semblait être attaché à ces objets mathématiques complexes. Et c'est vrai, un certain nombre de règles élémentaires de calcul tensoriel vous permettent d'éviter, dirais-je, la plupart des équations fausses.
du simple fait qu'elles ne satisfont pas aux règles du calcul tensoriel, les équations arbitraires que nous pourrions écrire au tableau sont en quelque sorte invalidées avant même le premier geste expérimental. Et donc il est incontestable que la structure mathématique de la théorie est extraordinairement puissante à la fois pour ce qui est de son éventuel pouvoir de révélation, mais également pour ce qui est de la capacité pragmatique à éluder, à balayer les théories inexactes. Donc, incontestablement, les mathématiques jouent un rôle central en sciences. Pourtant, je crois qu'on ne peut pas, bien sûr, se contenter de cette définition de la science. Je crois qu'elle est très insuffisante. D'abord, bien sûr, on pourrait objecter que les sciences humaines utilisent peu d'algèbre et d'analyse et n'en demeurent pas moins scientifiques. Bon, alors je ne vais pas utiliser cet argument. Je suis personnellement extrêmement féru de sciences humaines. Je crois que ce sont des disciplines très importantes, très fondamentales, très sérieuses. La question de savoir si ce sont des sciences ou pas me semble secondaire. Elle dépend là encore de la définition qu'on se donne. Et donc, je ne veux pas qu'on utilise le fait d'inclure ou d'exclure les sciences humaines comme un critère élaboratif de la définition. Bon, il me semble évident que l'histoire est intéressante. Est-ce que c'est une science ou pas au sens où on se fonderait par exemple sur la physique théorique? C'est pas très important. Donc, soit, si on utilise le recours aux mathématiques comme un cœur dur de définition, on exclut de fait les sciences humaines. Bon, ça serait dommage. C'est pas très grave, hein. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'un certain nombre de disciplines acceptent de revendiquer leur légitimité autrement que sur des arguments scientifiques. Enfin, c'est quand même dingue qu'il faille faire des sciences pour être respectable. Moi, je crois qu'un grand nombre de champs gnosiologiques sont extrêmement fondamentaux, dignes, et même vitaux en quelque sorte, sans être scientifiques. Donc je crois aussi qu'il est important de se départir de cette espèce de fantasme de la science comme seul geste signifiant ou finalement comme geste d'ordre supérieur permettant de trancher au sein des gestes potentiellement signifiants. Bon, ce n'est pas vrai, les exemples sont légion et on en donnera. Mais ce n'est pas suivant ce critère qu'il me semble important de définir aujourd'hui la science. Ce qui me semble plus intéressant peut-être, c'est de remarquer qu'au sein même des sciences de la nature, dont il est impossible de dénier le caractère scientifique, quelle que soit la définition qu'on souhaite donner de la science, évidemment, le recours aux mathématiques n'est pas unanime. Par exemple, l'éthologie, l'étude des comportements des êtres vivants, recourt très peu aux mathématiques. Pourtant, l'éthologie, c'est fondamental. L'éthologie, je crois que c'est en quelque sorte la discipline où on s'intéresse à la vie en tant que telle. D'ailleurs, il est très étrange de voir aujourd'hui que les sciences de la vie utilisent beaucoup de biologie moléculaire, c'est très intéressant, utilisent beaucoup de génétique, c'est très intéressant, mais s'intéressent extraordinairement peu à l'éthologie. C'est étrange, n'est-ce pas? La vie est en train de mourir sur Terre, nous sommes dans la 6e extinction massive, et nous ne nous intéressons pas encore à la vie en tant que telle. Très peu de chercheurs travaillent sur ces questions. Il y a extrêmement peu de postes pour mener des recherches de haut niveau sur les comportements, les interactions des êtres vivants, c'est-à-dire finalement ce qui les fonde en tant qu'êtres vivants. L'éthologie est, je dirais, sociologiquement très mal menée. C'est un peu dommage parce qu'on se rendra compte une fois que l'essentiel sera éteint. Je vous rappelle que nous avons perdu vraisemblablement plus des 2/3 de la biomasse des arthropodes en une seule décennie, les arthropodes étant la branche du vivant qui comporte le plus d'individus et le plus d'espèces. Bon, quand ces espèces ne seront plus là, on ne pourra certainement pas étudier leur comportement, leurs interactions. Excusez-moi, je ne me reprends pas quand je cafouille un peu, hein, je fais tout ça en une prise et en improvisation à partir de quelques vieilles notes. Et donc, on ne connaîtra pas toute leur subtilité organisationnelle, ce qui est triste d'ailleurs bien au-delà du fait qu'on ne les connaisse pas. La taxinomie, par exemple, l'art des classifications, est essentiel en science. On ne comprend pas sans classer.
Et on utilise très peu de mathématiques, voire pas du tout de mathématiques, dans l'essentiel de la taxinomie. Donc finalement, vous voyez que même au sein des sciences de la nature, et en excluant arbitrairement à ce stade les sciences humaines, le recours aux mathématiques n'est pas aussi unanime qu'on pourrait le croire. De plus, et je crois que c'est l'argument le plus fondamental, il faut faire attention à une vision naïve des mathématiques qui laisserait entendre qu'elles sont elles-mêmes parfaitement claires, instables, définies de façon non équivoque, transhistorique, absolue, et qu'elles pourraient par conséquent constituer un socle définitoire tout à fait incontestable. C'est, voyez-vous, plus subtil que ça. N'oubliez pas qu'il y a dans les mathématiques un geste constructif. Pensez aux nombres, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, ça, ce sont les nombres entiers naturels. C'est le nombre de pommes dans le panier. Là, tout le monde comprend ce que c'est que le nombre de pommes dans le panier. On pourrait presque dire qu'on n'a pas besoin de le définir. Mais je vous dis, par exemple, combien ça fait 5 moins 7 ? Vous connaissez la réponse. Mais pour la plupart des habitants de cette planète, ça n'a pas de sens. Vous avez 5 pommes dans le panier, vous en retirez 7, combien il en reste ? S'il y a 5 pommes, je ne peux pas en retirer 7. Donc 5 moins 7 n'existe pas. Mais nous avons inventé les nombres négatifs. Nous avons inventé moins 2 comme étant le nombre tel que, si je l'ajoute à 7, j'obtiens 5. Mais vous voyez que ça relève quand même d'un geste de construction. Et ainsi en va-t-il par exemple des fractions. C'est quoi 2 tiers ? C'est quoi ? C'est le nombre tel que, si je l'ajoute 3 fois, je trouve 2. J'invente de nouveaux nombres pour répondre à des besoins, pas des besoins pragmatiques, là, je ne parle pas de faire des calculs de comptabilité. Personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je parle de besoins mathématiques, de besoins constructivistes de nouvelles structures. Et on peut aller, vous le savez, bien au-delà de ces nombres rationnels. Par exemple, pi est un nombre irrationnel. C'est même encore mieux que ça d'ailleurs. C'est un nombre transcendant. Transcendant, ça signifie qu'il n'est pas même solution d'une équation polynomiale à coefficient rationnel. C'est génial, hein ? Les nombres transcendants, on en connaît très peu au quotidien. Dans la vie de tous les jours, vous ne connaissez que pi et e. E, la base de l'exponentielle. Il y en a beaucoup d'autres. Je crois que le plus simple après pi et e, c'est la somme des 10 puissance moins factorielle n. Vous voyez, c'est pas déjà extrêmement simple, hein ? Et ces nombres transcendants, pourtant, sont plus nombreux que les nombres non transcendants. Donc, il y a comme ça dans les mathématiques quelque chose qui relève d'un constructivisme et qui, par conséquent, rend compliqué une définition qui se voudrait définitive, c'est le cas de le dire, à partir d'un socle qui, lui-même, est dans une certaine mesure mouvant. Je vais vous donner un exemple pour que vous sentiez la subtilité de la chose. Il y a en ce moment une reviviscence d'un long débat très intéressant sur l'hypothèse du continu, par exemple. Alors, comment je vais expliquer ça simplement ? Il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs types d'infini en mathématiques. Par exemple, l'ensemble des nombres entiers naturels que j'évoquais tout à l'heure, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., est évidemment un nombre infini. Enfin, est un cardinal infini. Il y a un nombre infini de nombres entiers naturels. Mais les nombres pairs sont eux aussi en nombre infini. Les nombres impairs sont eux aussi en nombre infini. Mais on a l'impression qu'il y a plus de nombres entiers naturels que de nombres pairs, puisque les nombres pairs, c'est seulement 1 sur 2. Et pourtant, non. On peut montrer qu'il y a une bijection, c'est-à-dire une relation non équivoque, entre les nombres pairs et la totalité des nombres entiers naturels. C'est d'ailleurs la définition, en fait, en maths, d'un ensemble infini. Un ensemble infini, c'est un ensemble qui est en bijection avec l'une de ses parties. Bon. Mais si après, on ne considère pas que les nombres pairs, on considère l'ensemble des parties des nombres entiers naturels. Alors les parties, ça va être par exemple les nombres pairs, les nombres impairs, les puissances de 2, les nombres premiers, les nombres qui s'écrivent 3 fois quelque chose, les nombres qui sont divisibles par 8, etc. Ça, c'est l'ensemble des parties, enfin là j'en ai dit qu'un petit nombre, mais c'est quelques-unes des parties des nombres entiers. Il se trouve que l'ensemble des parties des nombres entiers est évidemment infini, mais il est un infini d'un autre ordre. Il est un infini supérieur à celui des nombres entiers.
on ne peut pas mettre en bijection, c'est-à-dire en relation non équivoque, l'ensemble des parties de n avec n, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers naturels. Le second, enfin le premier dans mon exemple, l'ensemble des parties, est incommensurablement plus grand que le premier. Il a d'ailleurs la taille de R. R, c'est l'ensemble des nombres réels. Vous savez, les nombres réels, c'est tous ceux qui ont des virgules, c'est tous ceux qui sont comme des racines carrées de 2, par exemple, qui ne peuvent pas s'écrire comme des fractions, c'est toutes les fractions, c'est tous les nombres transcendants, c'est tous les nombres comme pi, e, etc., que nous évoquions il y a quelques minutes. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de nombres réels que de nombres entiers naturels. Puisque les nombres entiers naturels font partie des réels, mais les réels sont beaucoup plus nombreux. Et en effet, l'ensemble des réels a la même taille que l'ensemble des parties des nombres entiers, qui est elle-même, je le disais, beaucoup plus grande que les nombres entiers. Ce sont des infinis d'ordre supérieur. Le premier, celui des nombres entiers, est dénombrable, celui des réels est indénombrable. Bon. Et alors? Eh bien, une question qui a taraudé les mathématiques pendant longtemps était celle de savoir s'il existait une taille d'infini entre les deux, entre l'infini des nombres entiers naturels et l'infini des nombres réels, ou des parties des nombres entiers naturels, c'est pareil. Y a-t-il entre les deux un infini intermédiaire? Cette question est très importante du point de vue de la théorie des ensembles, et elle ne trouvait pas de réponse. Cantor s'est intéressé à la classification des ensembles infinis il y a très longtemps, il est arrivé à des théorèmes fondamentaux, et aujourd'hui, cette théorie des ensembles est considérée comme une des bases des mathématiques. L'axiomatique fondamentale, on l'appelle ZFC, en utilisant les initiales de ceux qui ont fondé cette théorie des ensembles. Et toutes les mathématiques contemporaines ou presque sont fondées sur ZFC. ZFC, si vous voulez, c'est en quelque sorte le socle des mathématiques. Ce qui est génial, c'est que l'immense mathématicien, dont je vous reparlerai plus tard, Kurt Gödel, a prouvé, dans la première moitié du XXe siècle, qu'il n'était pas possible de démontrer à partir de ZFC, c'est-à-dire, si vous voulez, à partir de l'axiomatique usuelle des mathématiques, que l'hypothèse du continu était fausse. C'est-à-dire que si l'hypothèse du continu est fausse, on ne peut pas le prouver par ZFC. Bon. Et quelques décennies plus tard, Cohen a montré que si l'hypothèse du continu est vraie, on ne peut pas non plus la prouver par ZFC. Ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? C'est une question simple. Y a-t-il un infini intermédiaire entre l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble des nombres réels? Si c'est vrai, on ne pourra pas le prouver. Si c'est faux, on ne pourra pas le prouver. Alors bien sûr, certains mathématiciens ont conclu qu'il faut revoir ZFC, c'est-à-dire qu'il faut trouver une autre axiomatique pour les mathématiques. C'est une voie tout à fait acceptable. Mais à l'heure actuelle, c'est un indécidable. À l'heure actuelle, c'est comme vous voulez. Vous pouvez décider que le continu est vrai ou que le continu est faux. Et suivant votre décision, vous avez deux mathématiques qui sont tout à fait cohérentes, qui sont compatibles avec tout ce que l'on sait, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc, vous voyez, je vous raconte ça pour que vous sentiez quand même que les mathématiques, c'est aussi quelque chose de compliqué, c'est aussi quelque chose de mouvant, c'est aussi quelque chose dont on travaille les bases. Je vais même vous donner un exemple peut-être plus simple que celui-là, j'aurais dû commencer par là. Les vérités mathématiques sont-elles éternelles? La réponse naïve à cette question, c'est évidemment oui. Si la démonstration a été faite sans erreur, le théorème mathématique est vrai pour toujours. Oui, en un sens, c'est correct. Mais je vous pose une question simple. L'équation x carré égale moins 1 a-t-elle des solutions? Au XVIIe siècle, la réponse était non. Elle n'en a pas et ça se démontre. Aujourd'hui, la réponse est oui. I est moins i, le nombre imaginaire et son opposé. Alors, bien sûr, on va objecter, mais c'est simplement parce qu'on n'est plus dans le même ensemble. Il y a un certain temps, on pensait dans l'ensemble des nombres réels, et il est toujours vrai aujourd'hui que dans l'ensemble des réels, il n'y a pas de solution. Vous savez qu'on ne peut pas trouver un nombre tel que quand je lève au carré, j'obtiens moins 1. Pas possible. Mais, dans un ensemble plus vaste, qu'on appelle le corps des complexes, on peut trouver des solutions. Donc c'est vrai que le théorème mathématique, il n'y a pas de solution dans R, c'est-à-dire dans l'ensemble des réels, à l'équation x carré égale moins 1, est toujours vrai aujourd'hui. Ça c'est vrai, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes un physicien par exemple, vous vous en fichez un peu de savoir dans quel ensemble il y a une solution. Ce qui vous intéresse, c'est y a-t-il une solution? La réponse était non et elle est devenue oui.
Donc vous voyez que c'est subtil, parce qu'on n'a pas trouvé une erreur dans les mathématiques anciennes. On a simplement généralisé le cadre dans lequel on pose la question. Mais pour la plupart des utilisateurs des mathématiques, le cadre n'est même pas défini. Je ne sais pas, moi, est-ce que les parallèles se croisent? Évidemment, pour Aristote, c'était non. Aujourd'hui, c'est oui. Parce que dès que vous êtes sur une variété différentielle riemannienne, enfin un espace courbe, quoi, les parallèles peuvent se croiser. Donc, mathématiquement, ça ne veut pas dire qu'Aristote avait tort. Ça veut dire qu'on a généralisé le cadre dans lequel il pensait. Mais il n'empêche que cette généralisation n'avait pas été faite. Et donc, la réponse a quand même changé. Ça ne veut pas dire que les mathématiques étaient fausses, mais ça veut dire qu'il y a aussi un constructivisme mathématique qui fait que ça serait compliqué de définir la science sur l'usage exclusif d'un corpus qui, lui-même, relève d'une pratique en évolution. Par exemple, on se pose des questions avec la logique floue. Est-ce qu'on peut construire une mathématique intéressante où la valeur de vérité d'une proposition est de 72%? La logique usuelle, c'est le tiers d'exclus, c'est-à-dire qu'en mathématiques, une proposition est vraie ou fausse. Bon, est-ce qu'on peut lui attribuer une valeur de vérité de 73%? On verra. Si c'est fructueux, ça deviendra une branche des mathématiques respectable. Si ça ne marche pas, ça tombera aux oubliettes de l'histoire. Mais ça relève quand même aussi d'une pratique et pas seulement d'une sorte de révélation ou d'un rapport à l'absoluité. Donc, oui, il y a un rapport entre science et mathématiques, mais non, je ne pense pas que l'on puisse définir la science comme étant ce qui recourt aux mathématiques.